Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 21 novembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Emmanuel Macron a exprimé sa vive préoccupation à Xi Jinping concernant la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord. Cette inquiétude est liée à des livraisons d'armement et une possible collaboration technologique entre les deux pays. Et la ministre Aurore Bergé a annoncé qu'à partir du 1er décembre, les victimes de violences conjugales pourront bénéficier d'une aide financière d'urgence pour quitter leur domicile. Cette aide sera accessible dans toutes les caisses d'allocation familiale du pays et sera accordée automatiquement. Et des agriculteurs manifestent leur mécontentement en différents points de l'Hexagone. Ils font face à des problématiques telles que l'importation de lait non français pour fabriquer des produits locaux, donc du faux Made in France. À cela s'ajoutent des défis sanitaires, des pressions financières de la grande distribution. Bref, ils attendent des réponses de l'État. Et les contrôleurs aériens sont en grève, ce qui a entraîné de fortes perturbations dans plusieurs aéroports français, d'importants retards et des annulations. Les contrôleurs protestent contre une réforme de loi qui les obligerait à déclarer individuellement leur intention de faire grève 48 heures à l'avance. Et une patiente âgée de 49 ans a bénéficié de la toute première greffe de larynx en France après des complications de santé qui l'ont privée de parole pendant des années. Elle a réussi à prononcer ses premiers mots seulement quelques jours après l'intervention. Et on écoute maintenant Anthony qui va nous parler des joies et des peines de l'identité numérique. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Mercredi dernier, le commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton, affirma annoncer sur X qu'il avait conclu un accord avec les députés européens en vue de créer un portefeuille d'identité numérique européen. L'objectif est de permettre à tous les citoyens de l'UE de disposer d'une identité électronique sécurisée pour toute leur vie. Selon le site web de la Commission européenne, l'identité numérique européenne peut être utilisée pour toute une série de transactions comme l'identification personnelle en ligne et hors ligne. Mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi la présentation d'actes de naissance, l'ouverture d'un compte bancaire ou encore la déclaration d'impôt. Et Thierry Breton, l'un de ses principaux architectes, soutient que le portefeuille présente le plus haut niveau de sécurité et de confidentialité. Tandis que la présidente de l'UE, Ursula von der Leyen, insiste sur le fait qu'il s'agit d'une technologie où nous pouvons contrôler nous-mêmes quelles données sont utilisées et de quelle manière. Mais cette initiative, bien que prometteuse pour la facilitation des démarches administratives, suscite des interrogations sur ses implications en matière de protection des données et de libertés individuelles. D'ailleurs, de nombreuses personnes se sont inquiétées du fait qu'une carte d'identité numérique centralisée puisse mettre en péril le droit à la vie privée et à la mobilité des Européens. L'eurodéputé néerlandais Rob Roos faisait partie des lanceurs d'alerte. Écoutez. J'ai de mauvaises nouvelles. Les États membres et le Parlement européen sont parvenus à un accord. Cela signifie que dans peu de temps, l'identité numérique deviendra effective dans l'Union européenne. Juste après cet accord, le commissaire Breton a déclaré « Maintenant que nous avons un portefeuille d'identité numérique, nous devons y mettre quelque chose ». Et ce qu'il voulait dire, c'était l'euro numérique, également connu sous le nom de monnaie numérique de la Banque centrale. C'est une très mauvaise chose. Ils nous ont toujours promis de ne pas faire ce lien. La semaine précédente à l'intervention de Rob Roos, une lettre signée par plus de 500 experts en cybersécurité, chercheurs et organisations de la société civile du monde entier, mettait en garde contre le fait que les réglementations proposées en matière d'identification numérique réduiront la sécurité numérique des citoyens au lieu de l'améliorer. Malgré les assurances de Bruxelles selon lesquelles le porteur pourrait choisir de partager ou non ses données personnelles et signaler tout usage abusif directement via l'EU Digital ID Wallet, les implications financières de cet instrument suscitent des interrogations. Il permettra non seulement les paiements, mais aussi la traçabilité de toutes les transactions, et même des interactions avec d'autres portefeuilles. De plus, le portefeuille numérique est mis en avant comme une solution autonome d'authentification face aux grandes plateformes, telles qu'elles sont répertoriées dans le Digital Services Act. Et certains responsables politiques, comme cela a déjà été observé lors des discussions sur la loi SREN,
expriment le désir d'imposer une authentification d'identité à chaque création de compte sur les réseaux sociaux. La législation doit encore être approuvée par le Parlement et le Conseil européen avant de devenir une loi. D'ailleurs, le vote est prévu pour mardi 28 novembre. De prime abord, cette technologie peut séduire par son côté pratique et ses promesses de sécurité. Mais il ne faut pas une imagination débordante pour faire le parallèle avec le système de crédit social chinois. Car dans la pratique, il serait sans doute naïf de supposer qu'une carte d'identité numérique programmable à l'échelle européenne et contrôlée par une bureaucratie centralisée ne sera pas, tôt ou tard, exploitée pour inciter ou pousser les gens à se conformer aux politiques du pouvoir en place. Et si vous voulez un avant-goût de comment une carte d'identité numérique européenne pourrait être utilisée pour éroder l'égalité et la liberté des Européens, il suffit de regarder en arrière. Car oui, mesdames et messieurs, il est important de noter que les Européens, derrière cette initiative de carte d'identité numérique, sont les mêmes qui ont mis en place le système de biosurveillance le plus envahissant de l'histoire européenne, à savoir les certificats Covid numériques. Ah, que de bons souvenirs! Vous ne trouvez pas? Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Et en Argentine, l'économiste ultra-libéral Javier Milei vient d'être élu président. Son discours prônant la dérégulation et les privatisations, ainsi que ses idées controversées telles que la dollarisation de l'économie, ont suscité l'adhésion d'un public populaire et jeune, et notamment le soutien de Donald Trump et Elon Musk. À quoi ressemblera l'Argentine avec un libertarien au pouvoir? Affaire à suivre. Et à Gaza, plusieurs dizaines de femmes et d'enfants devraient être libérés en échange d'une trêve de 3 jours. Le Hamas a déclaré qu'il serait sur le point de conclure un accord de trêve avec Israël en échange de la libération d'otages. Il s'agirait d'échanger plusieurs dizaines de femmes et d'enfants retenus en otage à Gaza contre des jours de trêve et la libération de prisonniers palestiniens. Cet accord pourrait être reconduit en relâchant 10 otages par jour de trêve supplémentaire accordés par Israël. De plus, l'accord prévoit d'acheminer de l'aide dans toutes les zones de la bande de Gaza, y compris du carburant. Et en Italie, plus de 200 personnes ont été condamnées à des peines allant jusqu'à 30 ans de prison à l'issue d'un maxi-procès contre la 'Ndrangheta, la plus puissante mafia de la péninsule. Ce procès a exposé de nombreux crimes, dont l'extorsion et le trucage des élections. Et la première ministre d'Estonie, Kaja Kallas, a souligné la nécessité de soutenir la stratégie de paix en Ukraine pour assurer une paix durable en Europe. Elle a averti que permettre à la Russie de réussir dans sa tentative de conquête fracturerait la sécurité européenne à long terme. Et on écoute maintenant Vladia qui nous donne des nouvelles de Chine. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Un incident tragique s'est produit dans une ville du nord de la Chine. Un incendie a ravagé les bureaux d'une entreprise locale de charbon, tuant au moins 26 personnes et en blessant près de 40. La province du Shanxi est un important producteur de charbon en Chine. La plupart des victimes étaient des employés de l'entreprise. Les autorités ont arrêté 13 personnes en rapport avec l'incident. La cause de l'incendie fait toujours l'objet d'une enquête. Les accidents industriels sont fréquents en Chine, les experts soulignant le manque de rigueur dans l'application des normes de sécurité. En avril, l'incendie d'un hôpital à Pékin a tué 29 personnes. Des réactions hostiles aux autorités se sont rapidement manifestées sur Internet parce qu'elles auraient dissimulé des informations aux parents des patients. En juillet, 11 personnes ont trouvé la mort après l'effondrement du toit d'un gymnase dans le nord-est du pays. Le mois précédent, une explosion dans un restaurant de grillades dans le nord-ouest de la Chine avait fait 31 morts. Cet incident a donné lieu à une campagne nationale de promotion de la sécurité sur le lieu de travail. L'un des pires accidents de ce type s'est produit en 2015 à Tianjin, où une gigantesque explosion dans un entrepôt de produits chimiques a tué au moins 165 personnes.
Quelques jours seulement après avoir fait leurs adieux, un couple de pandas pourrait bientôt revenir aux États-Unis. Lors d'un dîner avec des chefs d'entreprise à San Francisco la semaine dernière, le chef du régime communiste chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine était prête à poursuivre la coopération avec les États-Unis sur la conservation des pandas. Il a qualifié les pandas d'envoyés de l'amitié. Il a ajouté qu'on lui avait dit que les Californiens étaient impatients d'accueillir à nouveau les pandas. Il a laissé entendre que les prochains pandas pourraient se retrouver aux zoos de San Diego. Le programme de prêt de pandas de Pékin est depuis longtemps considéré comme une forme de diplomatie douce. Les pandas sont prêtés à des nations amies de la Chine pour une certaine durée et repris comme punition en cas d'opposition à Pékin. 3 pandas du Zoo national de Washington sont retournés en Chine. Pékin n'a pas renouvelé son contrat au sujet des pandas. San Diego a fait ses adieux à ses pandas en 2019. Alors qu'un panda est resté au zoo de Memphis, dans le Tennessee, il est retourné en Chine cette année. Il n'en reste plus que 4 aux États-Unis, mais eux aussi étaient censés quitter le zoo d'Atlanta à l'expiration d'un contrat de visite à la fin de l'année prochaine. Voilà pour les actus Chine du jour, merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia. Autrefois, nous étions divins. Once We Were Divine. C'est le titre d'un grand film fantastique produit par NTD-TV au Canada. Le film aborde des thèmes inspirés de la tradition chinoise et de l'école bouddhiste comme la venue des dieux sur Terre, l'adversité et le salut de l'humanité. Alors que l'univers se dirige vers le stade de la destruction finale, le roi des rois, plein de compassion, descend dans le monde pour sauver l'univers et les hommes. Cependant, les démons dirigés par le dragon rouge veulent profiter de l'occasion pour provoquer le chaos et le désordre dans le monde des hommes. Ainsi, la Terre devient le point central de l'univers. Qu'elle choisisse de marcher avec le diable ou avec Dieu, l'humanité est confrontée à un choix de vie ou de mort. Selon le réalisateur, ce n'est pas un film fantastique typique, parce que la partie fantastique n'est pas vraiment fictive ou inventée au hasard, elle est basée sur quelque chose de réel. Il définit donc son film comme de la fantaisie réaliste. Et en attendant la version française, on peut déjà se procurer une version sous-titrée en anglais sur le site www.gangingworld.com. Le lien sera en description de cette vidéo. Nous vous tiendrons au courant des prochaines parutions du film. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Très bon après-midi. À demain.